Je m'appelle Ivan Avramov, je suis le directeur scientifique du laboratoire Kotor Pharma et l'auteur de 2 ouvrages sur les plantes médicinales et nutritives dont les références s'affichent sur votre écran et que vous pouvez commander sur mon site. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un peu particulière puisqu'elle a trait aux stratégies que certaines plantes ont mis en place dans le monde végétal pour se développer. Vous savez que les plantes doivent faire face à 3 problèmes majeurs. Le problème, c'est se développer dans un environnement qui parfois est hostile. Le deuxième, c'est lutter contre des ennemis comme les herbivores, les parasites, etc. Et le troisième, assurer une fécondation pour la reproduction de l'espèce. Dans cette vidéo, j'ai choisi quelques plantes que l'on trouve facilement en France. Et elle s'appelle, je l'ai appelée F comme fleur et filouterie, mais elle aurait très bien pu s'appeler stratégie dans le monde végétal ou encore 50 nuances de graines, comme vous allez pouvoir le constater. Voici une plante curieuse qui pousse de la Méditerranée jusqu'à la Loire et que l'on retrouve en général dans les décombres et sur le bord des routes, comme c'est le cas sur ces images. Son nom, le concombre d'âne, car il a un fruit qui ressemble à un petit concombre velu, mais il faut se méfier de ce fruit qui a un caractère très explosif, comme vous allez le voir par la suite. De plus, la plante est toxique, le fruit renferme un mucilage qui est fortement purgatif, il entraîne des diarrhées violentes et en plus il est neurotoxique. La grande originalité de ce concombre d'âne, comme vous pouvez le voir sur ces images au ralenti, est de pouvoir expulser ses graines, parfois à plusieurs mètres. Il suffit de vouloir toucher le fruit ou essayer de s'en saisir pour que les graines soient expulsées très loin. Et ce mécanisme peut se faire donc sans l'aide du vent ou des animaux. Et ça permet ainsi d'étendre la croissance des plantes sur plusieurs mètres, soit même de coller les graines sur un animal qui viendra avoir touché les fruits et donc va permettre de disséminer les graines bien plus loin que le pied. Ce phénomène très particulier de dissémination des graines est possible grâce à la pression interne du fruit qui augmente au fur et à mesure de la maturation. Et il faut savoir que l'angle d'inclinaison du fruit, environ 45 degrés, assure une efficacité balistique maximale lorsqu'il se détache de son pédoncule pour expulser les graines. Si vous croisez cette plante et que vous voulez vous amuser avec ses fruits, faites très attention, les graines sont expulsées de façon très forte et le suc est très corrosif pour les yeux. L'épine vinette ou berbéris est un arbuste que l'on retrouve de 0 à 2000 mètres et qui est très apprécié pour sa superbe floraison jaune d'or et ses baies automnales qui sont rougeâtres et comestibles. Cet arbuste est un petit filou puisque en effet il possède des étamines mobiles et on distingue dans la fleur le pistil qui est la partie femelle qui a l'aspect d'un champignon vert au centre de la fleur avec comme chapeau un énorme stigmate et des étamines qui ont sur leur filet une région sensible qui les fait se redresser jusqu'au contact du stigmate à la moindre stimulation, qu'il s'agisse d'un frôlement d'abeilles ou d'une titillation provoquée par exemple par un botaniste curieux. Les étamines vont pouvoir venir basculer contre le pistil et déposer du pollen, ce qui fera soit une autofécondation ou alors déposer le pollen sur la tête de l'insecte qui a enclenché ce mécanisme et l'insecte ira polliniser d'autres fleurs sur d'autres pieds plus loin. Cette plante magnifique qui a une fleur remarquable pousse dans les hêtraies, les sapinières en altitude et il s'agit d'une orchidée, c'est le sabot de Vénus. Bien sûr, son nom lui vient de ce label qui est transformé et dont je vais vous raconter la petite histoire puisqu'il sert à piéger les insectes. Le sabot de Vénus est une orchidée qui a transformé une de ses pièces florales, à savoir le label, en un réservoir, en une espèce de vase qui va piéger des insectes. En effet, le pourtour du label va émettre des odeurs qui attirent les insectes. L'insecte s'approche du bord et tombe dans le trou. Une fois qu'il est à l'intérieur, pour lui c'est très difficile de ressortir parce que les parois à l'intérieur sont enduites d'une substance glissante et ce qui fait qu'il va tourner un long moment. Et là, le seul endroit où il peut sortir en fait est la partie arrière du label qui en fait est la partie
au niveau de laquelle se trouvent les organes sexuels, la partie femelle et les étamines. Donc l'insecte qui va être piégé va tourner un certain temps et ensuite il va passer derrière, et en passant derrière, soit il se tartine de graines de pollen puisque c'est la première fois qu'il vient dans la fleur et il s'en va, et en allant dans une autre fleur il va la polliniser, soit il arrive déjà d'une fleur et il a des graines de pollen et à ce moment-là il va féconder cette fleur. Pour être sûr d'orienter les insectes au bon endroit, le sabot de Vénus a poussé le vis jusqu'à faire comme des pseudo-fenêtres de lumière. Vous voyez ici les zones qui sont translucides. En fait, quand la luminosité est faible, ces deux pièces, ces deux espèces de fenêtres situées de part et d'autre du labelle attirent l'insecte vers l'endroit où il peut remonter et à l'endroit où il pollinisera la fleur. Il faut savoir que cette orchidée spectaculaire est en régression en France et qu'elle est protégée au niveau national. En effet, elle est menacée par la cueillette et l'arrachage. Notamment, il y a eu un vandalisme horticole, mais ceci est voué à l'échec car la plante qui est arrachée et replantée meurt en général et ne reprend pas. Voici une autre plante curieuse que l'on appelle serpentaire, mais aussi arôme dragon, bien que ça ne soit pas l'arôme dragon, et qui quand elle fleurit fait une seule fleur unique, assez grosse, qui fait 20 à 50 cm de long, et qui va attirer des insectes de façon très spéciale, comme je vais vous l'expliquer. Cette fleur fait partie de la famille des aracées, donc des arômes, et en fait elle a une fleur qui s'est énormément transformée. Cette partie qui s'appelle la spathe est en fait une feuille qui s'est transformée, qui a pris une couleur et une forme bizarre. Et ici en fait c'est le spadis avec à la base dans la fleur les fleurs mâles et les fleurs femelles. Donc en fait ceci on appelle ceci une fleur, mais ce n'était pas une fleur puisque les fleurs sont à l'intérieur. La fleur de cette plante va se développer en fait en 2 jours. En 2 jours, elle va s'épanouir et mourir. La première nuit, la température à l'intérieur de l'inflorescence augmente un peu, ce qui va provoquer l'ouverture de l'orifice. Et le lendemain, donc dans la journée, la fleur va augmenter en température et va émettre énormément d'odeurs nauséabondes qui vont rappeler l'odeur de la charogne ou de la viande en putréfaction, ce qui va tromper des insectes, des coléoptères et des mouches qui vont être attirés par elle et pensant venir pondre dans un cadavre d'animal, vont en fait rentrer dans la fleur et vont rester à l'intérieur de la fleur la deuxième nuit donc. Et là, à l'intérieur de cette inflorescence, au fond, les fleurs femelles sont épanouies. Donc s'ils ont du pollen d'une autre fleur, ils vont polliniser la fleur. Ils vont passer la nuit à l'intérieur et le lendemain, les fleurs femelles vont sécher et ce sont les fleurs mâles en haut qui vont s'épanouir et l'insecte qui est resté dedans va être entièrement recouvert de pollen et le lendemain il va sortir et va pouvoir aller polliniser une autre fleur. Je vous propose de découper un peu cette inflorescence et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, comme je vous le disais, à l'intérieur peut-être deux dizaines d'insectes qui sont piégés et qui sont attirés par l'odeur et qui ne sont pas sortis puisque c'est le deuxième jour, ils vont sortir tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a des coléoptères et des mouches, il y a un tas d'insectes et ici on a tout en bas, ce sont les fleurs femelles et au-dessus qui sont noires, les fleurs mâles. Et vous voyez les insectes qui étaient piégés qui restent au fond et la plante continue à sentir très mauvais. Cette serpentaire est une plante qu'on retrouve sur le pourtour méditerranéen et qui est naturalisée à certains endroits du sud de la France, en bord de Méditerranée. C'est une plante qui a besoin d'un sol assez riche pour démarrer, mais après peut pousser dans des conditions d'aridité assez importantes. Le genêt d'Espagne, que l'on retrouve sur tout le pourtour méditerranéen, a des fleurs très voyantes, assez grosses, qui sont visitées par de gros insectes, comme par exemple les bourdons, qui vont se poser sur la fleur et écarter les pétales latéraux, les ailes, ce qui déclenche par leur poids un mécanisme explosif qui projette un nuage de pollen sur le visiteur. Comment expliquer cette explosion qui libère du pollen? Eh bien tout simplement, c'est lié à la structure même de la fleur du genêt d'Espagne. Ce genêt appartient à la grande famille des Papilionacées qui renferme énormément de plantes qui ont des fleurs qui sont composées de la même façon. En fait, on retrouve plusieurs pétales. Le pétale supérieur qui s'appelle l'étendard,
2 pétales sur les côtés que l'on appelle les ailes, d'où le nom de famille des papillonacées, et 2 pétales inférieurs qui sont soudés et qui s'appellent la carène parce que ça ressemble à la coque d'un bateau. Et c'est à l'intérieur de cette carène que sont contenues les parties fertiles, c'est-à-dire les étamines et le pistil. Pour comprendre comment cette plante, cette fleur arrive à expulser le pollen de façon violente, il suffit de désosser une fleur. Et pour comprendre que c'est un phénomène mécanique, l'étendard est fixé à la fleur et reste fixe. Par contre, les 2 ailes en fait sont rattachées à la carène, donc le pétale du bas, et par des boutons pression, il suffit de tirer, vous voyez. Il y a ici un petit clic sur lequel vient se fixer l'aile. Et en fait, il va y avoir donc 2 moyens de pollinisation. Vous le voyez, la structure de la fleur sur les photos qui défilent. Et en fait, quand l'insecte va arriver, il va écarter les ailes, ce qui va ouvrir un petit peu la carène qui est dessous et libérer le pistil qui a été retenu à l'intérieur et qui est très tendu à l'intérieur. D'un coup, le pistil remonte et il fait monter des étamines qui libèrent d'un coup le pollen, c'est ce qu'on a vu sur les images précédentes. Et la deuxième façon de polliniser, c'est tout simplement une fois qu'un insecte est venu sur la fleur, la carène est encore un peu ouverte et il y a des étamines qui sortent. Et là, quand l'insecte va se poser, il va se frotter le ventre aux étamines et se couvrir le ventre de pollen. Enfin, on voit très bien sur cette image 2 fleurs. La fleur de gauche qui n'a pas encore été pollinisée et dont toutes les pièces sont attachées. Et la fleur de droite qui a déjà eu une visite et qui a déjà explosé, libéré le pollen. Et on voit très bien les étamines et le pistil qui sont sortis de la fleur. Certaines orchidées, comme celle que vous avez sous les yeux du genre Ophrys, ont mis au point une tactique particulière pour assurer leur pollinisation. En effet, un pétale de l'orchidée s'est transformé au cours de leur évolution pour ressembler à un insecte. C'est le pétale inférieur qu'on appelle le labelle. Et en fait, ce labelle imite la forme, la taille, parfois même la pilosité, les couleurs et même les yeux de l'insecte pollinisateur, plus exactement de la femelle, car il s'agit souvent d'abeilles qui vont polliniser ces orchidées. Et en fait, ce labelle émet même des odeurs, des phéromones qui sont proches de celles qu'émet la femelle au moment de l'accouplement. Et du coup, ceci va tromper le mâle qui va venir se poser sur le labelle, pensant avoir affaire à la femelle et avoir une pseudo-copulation. Et tout ceci est un piège organisé par l'orchidée afin d'assurer sa fécondation. En effet, ces orchidées possèdent leur pollen qui est réuni dans des sacs polliniques. Ce sont ces boules jaunes qui pendent, comme vous le voyez sur l'orchidée, et qui sont maintenues par une petite tige avec à l'extrémité une masse gluante. Quand l'insecte va venir se poser sur le labelle, donc sur la partie qui ressemble à la femelle, il va s'agiter et les parties gluantes vont venir se coller sur son corps. Ce que je vais essayer de reproduire ici avec un crayon gris, comme si l'abeille venait et avançait la tête dans l'orchidée. Vous allez voir quel est le résultat. Lorsqu'une abeille vient se poser sur une fleur d'orchidée comme celle-ci, il se passe le même phénomène. Les pollinies se collent sur la tête ou sur l'abdomen du visiteur. Et celui-ci, quand il va s'envoler, aller voir une autre fleur sur un autre pied, eh bien, il va déposer involontairement ses pollinies sur la partie femelle et assurer ainsi la pollinisation et la reproduction de l'orchidée. Certaines plantes vont être capables de prévenir les pollinisateurs que ce n'est pas la peine de venir visiter la fleur parce qu'elle est pollinisée. C'est le cas du marronnier d'Inde que l'on a sur cette image, avec des fleurs jaunes non pollinisées et des fleurs qui virent au rouge quand elles sont pollinisées. Le fait de renseigner l'insecte permet d'augmenter les chances de fécondation d'une fleur, puisque l'insecte passera plus de temps sur les fleurs jaunes non fécondées que sur les fleurs rouges. Les fleurs jaunes ont encore des étamines et elles proposent donc du pollen et du nectar. Et une fois que les fleurs sont fécondées, elles passent au rouge, les étamines sont fanées et le gynécée, la partie femelle, est gonflée. Comme les abeilles voient moins bien le rouge que le jaune, en fait, elles vont être attirées par le jaune et vont féconder plus facilement les fleurs. D'autres plantes comme certains polygalas, des hibiscus ou encore la renoncule des glaciers utilisent ce stratagème.